Bonjour ou rebonjour. Donc, c'est la deuxième partie de la vidéo concernant cette séquence de secondes. On a déjà vu le début avec les coordonnées de points du plan, la distance dans un repère orthonormé. On va passer au troisième et dernier point qui se finira en particulier avec cette notion de logique. Donc, si besoin, n'hésitez pas à voir la première vidéo. Donc, configuration du plan, eh bien, tout ce qui touche les propriétés des triangles, des quadrilatères, des cercles vus au collège, avec l'utilisation dans le plan des coordonnées des points d'une figure étudiée, peuvent permettre de résoudre un problème de géométrie grâce à des calculs numériques. Alors là, j'ai mis deux petites illustrations, c'est un petit point d'histoire concernant les mathématiques. En effet, là, on était dans de la géométrie pure, et puis on les a associés avec des calculs numériques. Et par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de René Descartes, ou bien de Pierre de Fermat, ou bien de Lagrange, alors parfois c'est même des noms de rues dans la ville où vous êtes. Eh bien, par exemple, René Descartes a proposé de résoudre des problèmes de géométrie par l'utilisation du calcul, de l'algèbre. Et Pierre Fermat, à la même époque, donc vous voyez, ça remonte quand même, dans les années 1600, lui, c'est le premier à avoir utilisé les coordonnées pour résoudre des problèmes de géométrie. Donc on est en plein dans ce qu'on a déjà un peu abordé à la vidéo juste précédente. Et donc, Joseph Louis Lagrange disait que l'algèbre et la géométrie ont été séparés, leurs progrès ont été lents et leurs usages bornés, donc limités vraiment. Mais lorsque ces deux sciences se sont réunies, elles se sont prêtées des forces mutuelles et ont marché ensemble d'un pas rapide vers la perfection. Donc, manière de dire que quand on assemble les deux, eh ben, on peut obtenir encore des nouveautés en mathématiques. Alors, concernant les triangles, il y a des rappels de collège concernant des droites remarquables, triangle rectangle, dont Pythagore, triangle isocèle, triangle équilatéral. Donc ça, c'est des choses dont vous avez entendu parler. En seconde, on n'a pas le temps de refaire un cours sur tout. Donc, moi, je vous invite d'une part à voir vos cours de collège. J'espère que vous les avez bien gardés, comme je le dis de temps en temps. Peut-être des rappels en fin de votre livre de seconde. C'est souvent le cas. Et enfin, sur mon blog, j'ai mis quelques documents de rappel. Vous allez voir, soit dans les articles destinés à mes élèves de seconde, il y a un article où il y a des fiches rappels et vous trouverez les rappels à ce propos. Donc ça, vous devez un peu maîtriser ces choses-là. Autre définition et propriété dans le triangle qui, elles, n'ont pas été vues au collège. Définition concernant le cercle circonscrit à un triangle. Eh bien, c'est le cercle qui va passer par les sommets, les trois sommets d'un triangle. Ça, le cercle circonscrit, c'est à connaître, à savoir ce que c'est, et à savoir tracer. On va tout de suite voir. On va utiliser une propriété admise. Donc, pour l'instant, j'ai pris un triangle. Donc, il y a trois côtés. Et pour ce triangle, je vais tracer les médiatrices du triangle. La médiatrice, c'est une droite particulière, donc, à se rappeler de collège. C'est une droite qui passe par le milieu d'un segment perpendiculairement. Pour ça, vous pouvez utiliser la règle quadrillage éventuellement, mais vous pouvez aussi utiliser le compas. Petit rappel à ce moment-là, je vais être rapide si je me prends mon compas que j'ai toujours en quelque sorte dans ma poche. Donc par exemple, si je veux tracer la médiatrice du segment AB, je prends un écartement qui soit plus grand que la moitié. Donc je prends un écartement et celui-là maintenant je le conserve jusqu'à la fin. Je fais un arc de cercle d'un côté, un arc de cercle de l'autre. Puis ici, je reporte le même écartement et ensuite en traçant à la règle une droite passant par ces deux points, à ce moment-là, alors là je vais le faire à main levée rapidement, je le ferai après avec
la vidéo, eh bien là, je suis sûr que c'est une droite qui passe par le milieu et qui sera perpendiculaire. Donc là, rapidement, je viens de tracer, de vous rappeler la méthode pour tracer au compas. Et ça, donc, je vais le faire pour les trois côtés. Un côté, donc là, je pourrais rajouter un angle droit et un codage. Un autre côté, le codage, et troisième côté, troisième angle droit. Et à ce moment-là, à l'intersection de ces trois médiatrices, à ce moment-là, j'ai le centre du cercle circonscrit et je peux tracer le cercle de centre, le point D ici. Je peux compléter ma propriété. Si on trace les médiatrices d'un triangle, alors elles sont concourantes, donc ça veut dire en quelque sorte qu'elles concourent vers, en un point qui est le centre du cercle circonscrit. Ça, c'est une nouvelle propriété de lycée qu'il faut connaître. Remarque, ce centre parfois peut être à l'extérieur du triangle. Là, il est à l'intérieur. Il est très vraisemblable que votre professeur, dans les exercices qu'il va vous donner, il y aura un ou plusieurs triangles où ce centre sera à l'extérieur, mais on pourra toujours tracer un cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Tiens, petite remarque, on pourrait se dire quelle est la distance de DB? Eh bien, ça va être le rayon du cercle. DB, DA, DC ont exactement la même distance, c'est des rayons du cercle. Définition. Donc, elle aussi nouvelle. On va s'intéresser au projeté orthogonal d'un point M et qu'on va appeler M' sur la droite D. Voilà, on a un point M, on a une droite D, et on va projeter ce point M sur cette droite D de manière orthogonale. On se rappelle, orthogonale, on en a parlé, on se l'est rappelé dans la vidéo précédente, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Donc pour ça, eh ben, on a besoin d'une équerre. On va positionner l'équerre sur la droite D de manière à pouvoir, en passant par le point M, tracer, voilà, une droite perpendiculaire à D. Ici, on a le point M', donc on a projeté M sur la droite D perpendiculairement, orthogonalement. Donc, quand, première situation, M', il doit appartenir à la droite D. Deuxième information, la distance M', ou la droite ici qui passe par M', c'est mieux dit, c'est plus exact, est perpendiculaire à la droite D. Notion de projeté orthogonal, c'est également à savoir dans vos nouveautés de seconde. On peut en déduire une autre propriété qui va être admise, qui est rarement démontrée. Donc si M' est le projeté orthogonal de M sur D, à ce moment-là, cette distance de M à M', c'est la plus petite distance de M jusqu'à la droite D. D'ailleurs, on peut deviner, si on mettait le point M' ici, on voit bien que la distance ici est supérieure à celle-là. De même, si on met un point là, la distance ici est plus grande que celle-là. Donc cette distance-là, une fois qu'on a le projeté orthogonal, c'est la plus petite distance de M à la droite D. Un trait rouge dans la marge. Définition. Alors on va s'intéresser à une notion qui avant était vue très classiquement au collège et maintenant c'est au lycée, depuis déjà quelques années. On va se prendre un triangle ABC et on va s'intéresser à ce qu'on appelle la hauteur issue d'un sommet. Donc ici j'ai choisi la hauteur issue du sommet A. On aurait pu prendre le sommet B ou le sommet C. Et bien donc la hauteur issue du sommet A va être la droite qui va passer par A et par son projeté orthogonal sur le côté opposé à A. Donc là on a A, le côté opposé à A, opposé c'est en face en quelque sorte. Donc le côté opposé c'est BC.
Donc on va projeter A perpendiculairement, on va projeter A de manière orthogonale sur la droite BC. C'est ce qu'on a fait juste avant, à l'aide d'une équerre qu'on positionne au niveau de l'angle droit en BC. On peut ensuite, en passant par A, ici donc grâce à l'équerre on aurait un angle droit, noter le point A'. C'est le projeté orthogonal. Eh bien, cette droite en pointillé rouge s'appelle la hauteur issue de A. Alors attention, parfois la hauteur, on peut l'arrêter à un segment, ou voir une hauteur, ce n'est pas forcément une droite. À savoir aussi, quelques remarques, A' est à ce moment-là appelé le pied de la hauteur. Et dans un triangle équilatéral, à ce moment-là, les médiatrices et les hauteurs sont confondues. C'est la même chose. C'est une particularité. Ça aussi, avant, on le voyait au collège, maintenant c'est passé au lycée. Puisque vous découvrez les hauteurs, donc ça fait partie des nouveautés. Trigonométrie. Vous en avez entendu parler en troisième, concernant cosinus, c'était quatrième. Sinus tangente, ça a été rajouté. Et cosinus a également été complété en troisième pour un angle aigu dans un triangle rectangle. Je vous rappelle qu'il fallait un triangle rectangle au collège. Donc les rappels, là aussi, l'objectif c'est pas de tous les faire. Voyez votre cahier de cours de collège, d'éventuels rappels dans la fin de livre. Allez à votre CDI prendre un livre de troisième si nécessaire. Et j'ai également mis un document sur mon blog de rappel. Donc, comme je disais pour la vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir aux articles sur les fiches rappel. Donc cette partie-là, elle est à maîtriser, mais vous allez aussi la travailler en classe. Parce qu'il va y avoir une information qui va être complétée, qui est le petit b, relation trigonométrique. Propriété, vous aurez encore une démonstration vraisemblablement faite en classe. On va se prendre un angle A. Attention, il y a un petit chapeau là, on ne le voit pas forcément très bien, il est petit. Donc si l'angle A est la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors, la nouveauté dit que cos carré de l'angle A plus sinus carré de l'angle A égale 1. Alors là, vous pourriez être étonné que le carré y soit ici. Effectivement, il faut savoir que quand on écrit cos carré de l'angle A, en fait, ça signifie que c'est le cosinus de l'angle A que l'on met le tout au carré. Mais pour gagner du temps dans l'écriture et pour simplifier l'écriture, pour se débarrasser en quelque sorte des parenthèses, les mathématiciens ont décidé que ceci pourrait s'écrire comme cela. Un trait rouge à côté et on va tout de suite voir un exemple. Voilà, on sait que dans un triangle ABC, le cosinus de l'angle A égale 0,6. Sous-entendu, A pour l'angle de sommet principal A. Et on demande de déterminer le sinus de l'angle A sans calculer, sans déterminer l'angle A. Parce que ça, à partir de ça, en troisième, vous saviez vous dire j'ai cos de l'angle A égale 0,6, d'où l'angle A vaut, et vous utilisiez votre calculatrice. Mais là, on ne veut pas. Ça tombe bien, on connaît le cosinus de l'angle A, on va pouvoir le mettre ici, et le sinus de l'angle A, c'est l'inconnu. Donc en utilisant ceci, on va avoir une seule inconnue dans l'égalité, ça va être possible. Donc, on recopie l'égalité de la propriété. On sait que cos de l'angle A égale 0,6, donc ça fait 0,6 au carré, souvenez-vous, hein, ceci signifie cos de l'angle A le tout au carré. Donc cos de l'angle A le tout au carré, plus sinus de l'angle A égale 1. On se retrouve avec ce qu'on appelle une équation. On va regrouper dans un même membre tout ce qui est valeur connue. Après avoir calculé 0,6 le tout au carré. Donc on enlève 0,36 dans les deux membres. Ce qui nous fait, on peut calculer ensuite sinus carré de A égale 0,64.
Nous, il faut qu'on trouve déjà sinus carré de A. Donc, si quelque chose au carré égale 0,64, on en prend la racine carrée. Ça, c'est un peu comme quand vous étiez à la fin de l'utilisation du théorème de Pythagore. Quelque chose au carré égale une valeur. Pour ne plus avoir le carré, il faut en prendre la racine carrée. Et donc, sinus carré de A est égal à 0,8. Donc voilà, sans déterminer l'angle A, grâce à cette formule, on a pu déterminer le sinus de l'angle A. Troisième point, après la trigonométrie, les quadrilatères particuliers. Vous en connaissez beaucoup, beaucoup ont été vus au collège. Carré, rectangle, parallélogramme, trapèze, etc. Donc là aussi, concernant les nombreuses propriétés et définitions, parallélogramme, rectangle, losange, carré, on ne va pas refaire un cours. Encore une fois, voyez votre cours de collège, les rappels de fin du livre éventuellement, le OCDI, et là encore, j'ai mis un document rappel sur mon blog, donc profitez-en si vous le souhaitez. Tout ça, c'est à revoir. Alors parfois, ça va très vite, mais vous êtes censé connaître la majorité des choses. Il faut juste un peu les réactiver et les remettre dans votre mémoire pour que ce soit facilement accessible. Remarque au pluriel. Une fois que vous avez fait ces différentes révisions et vu la première vidéo si vous ne l'avez pas en tête, va y avoir des nouvelles possibilités que vous ne pouviez pas utiliser au collège. Puisque cette fois-ci, on va utiliser les calculs grâce aux coordonnées de points et on va les mélanger à la géométrie comme parallélogramme, rectangle, losange, carré. Et grâce à ceci, on va pouvoir gagner du temps ou faire de nouveaux exercices. Par exemple, une fois que vous avez les coordonnées de 4 points ABCD, eh ben, on va pouvoir vérifier si c'est un parallélogramme ou pas, puisqu'il est dit que si le milieu de AC est le milieu du segment BD, donc si les diagonales ont même milieu, alors c'est un parallélogramme, ça fait partie des propriétés des parallélogrammes. Donc, si vous calculez le milieu du segment BD, et maintenant on sait le faire, et vous calculez les coordonnées du milieu du segment AC, si ils ont même coordonnées, à ce moment-là, vous pourrez prouver que vous avez un parallélogramme. De même, on pourrait utiliser des distances. Par exemple, on sait que si on a un parallélogramme, et que la distance AC et BD sont les mêmes, donc si les diagonales ont en plus même longueur, AC et BD, on est bien d'accord, c'est les diagonales. Si les diagonales ici, vous voyez le codage, ont même longueur, alors notre parallélogramme est même un rectangle. Donc, en calculant les distances avec la grande formule racine carrée de, etc., eh ben, vous calculez la distance AC, vous calculez la distance de l'autre diagonale. Si les longueurs sont les mêmes, vous pouvez dire que votre parallélogramme est en plus un rectangle, etc. Ici, là, c'était pour les diagonales. Ici, si on a un parallélogramme avec AB et BC, donc AB et BC, ce sont deux côtés consécutifs qui auraient la même longueur, à ce moment-là, c'est un losange, etc., etc. Enfin, ça, vous le verrez, je pense, également avec votre professeur. Attention au début, là, j'ai bien noté, à bien comprendre, il faut déjà avoir un parallélogramme. Déjà, j'ai un parallélogramme. Après, je précise. Si en plus il y a ceci, c'est un rectangle. Si on a ceci et en plus ceci, on a un losange. Et puis si on continue, si on a un losange et qu'en plus on a ceci, on a un carré, ou bien si on a un rectangle et en plus on a ceci, alors on a aussi un carré. Donc attention de ne pas aller trop vite, mais là c'est normal, ça peut être un peu nouveau, ça demande de l'entraînement, de l'application. N'allez pas trop vite. Dernier point qu'on va voir donc, de cette séquence, ce qu'on appelle la contraposée d'une implication. La notion d'implication, en logique, on l'a vu dans la
première séquence, dans les premières vidéos, donc n'hésitez pas à aller refaire un petit point. Et la contraposée, elle va retrouver ses implications. Donc, par exemple, la contraposée de P implique Q va être non Q implique non P. Attention, il y a la négation ici, d'une part, et en plus, si vous observez, P et Q ont changé, on pourrait dire, d'ordre. Donc, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. On peut dire aussi, si P, alors Q, et là, ça vous ressemble un peu plus, par exemple, à des propriétés ou des théorèmes, alors, si on vient mettre le non, la négation, et on intervertit P et Q. Donc, si non Q, alors non P. Et on va tout de suite voir tout à l'heure dans un exemple, beaucoup plus concrètement, et ça va vous paraître plus simple, comment ça fonctionne. Deuxième caractéristique, une implication et sa contraposée sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses. Ce qui signifie que les deux implications vont donc être équivalentes. À savoir parfaitement, alors parfois certains élèves ont pu en entendre parler au collège, tant mieux pour vous, mais les autres ne vous inquiétez pas, ce n'est plus au programme du collège depuis, ça doit remonter à pas loin d'une dizaine d'années, cette notion de contraposée. C'est vraiment propre au lycée, puisque ça nécessite, pour bien la comprendre, cette notion d'implication, et ça fait partie que du programme du lycée, de la logique vue au lycée. Donc voyons un exemple, et ben, vous voyez tout de suite le titre et vous vous dites peut-être, ah ben youpi, ça me dit quelque chose, Pythagore, et le théorème de Pythagore. Il dit, si un triangle, par exemple ABC est rectangle B, alors le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, vous le connaissez. C'est ce qui correspondrait à si P. Si, et tout ça représenterait P. On peut poursuivre, pour illustrer la diapositive précédente. On veut alors Q. Alors, ceci. Et on sait que c'est vrai. On l'a déjà découvert les années passées. Maintenant, on va prendre la contraposée. Donc, souvenez-vous, le si et le alors, on le garde, mais on va avoir non, et P et Q sont intervertis. Donc, la contraposée du théorème de Pythagore va dire si non Q, donc ça veut dire le contraire. On veut la négation de ceci. Donc, la négation de l'égalité, eh ben, ça va être la différence. Donc, si on n'a pas l'égalité, donc si non Q, maintenant on va vouloir alors non P. Donc, alors non P, P il est ici, on veut sa négation, donc ça va être alors le triangle ABC n'est pas rectangle, puisque ici il était rectangle. Donc, on a pris la négation de ceci, on a pris la négation de cela, et on a ici ce qu'on appelle la contraposée. Et ça devrait vous rappeler des choses. C'était pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle en troisième, ce que vous avez peut-être vu avec le nom de conséquence du théorème de Pythagore. Certains ont peut-être appelé juste théorème de Pythagore, mais d'autres c'était une conséquence du théorème de Pythagore. À partir de maintenant, vous devez être capable de dire que c'est d'après la contraposée du théorème de Pythagore, donc qui sert uniquement à prouver qu'un triangle n'est pas rectangle. Et là, ça sert uniquement à prouver qu'un triangle... non, que je ne vois pas. Ça sert uniquement à démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Et ça, c'est pour calculer les côtés, quand on a un triangle rectangle. Donc, la contraposée, c'est ce que je vais écrire ici, permet de démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Et la réciproque du théorème de Pythagore, elle démontre seulement qu'il est rectangle. Donc attention de ne pas se tromper,
pareil, rouvrez peut-être un peu votre cahier de 4e en sachant que ça, donc c'est la petite nouveauté. Voilà pour cette séquence. N'hésitez pas à vous réentraîner, à poser des questions à votre professeur. Je vous rappelle, hein, plus vous pratiquez, plus vous activez vos neurones de manière volontaire, plus vous faites un effort avec votre cerveau, plus c'est profitable pour la mémorisation de vos apprentissages. Bonne utilisation et à bientôt. Au revoir.